Noémie m'a posé une question existentielle. Est-ce qu'il faut que je passe à macOS Catalina et qu'est-ce que ça va m'apporter? Alors c'est une question qui revient souvent, ne serait-ce que parce que Apple maintenant met à jour son système d'exploitation tous les ans. En fait, il y a un rythme qui est bien rodé maintenant, c'est que en juin, à la WWDC, qui est la conférence des développeurs Apple, Apple dévoile les fonctionnalités de ses nouveaux systèmes d'exploitation, macOS, iOS. Il les met en test tout l'été pour les développeurs, essentiellement pour que les développeurs aient le temps d'adapter leurs applications. Et les systèmes sortent en général en septembre pour iOS et en octobre pour macOS. Ça n'a pas loupé cette fois. Et la nouveauté de l'année, c'est Catalina. Depuis quelque temps, Apple utilise des noms d'endroits en Californie pour valoriser un peu leur territoire. Et Catalina, c'est une île qui a l'air super jolie, qui est au large de Los Angeles. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il faut passer à Catalina? Le conseil qu'on donne en général, c'est il vaut mieux attendre. Quand on est à la version 0.0, il est possible qu'il y ait des soucis. Là, on en est à la 0.2, 10.15.2 et bientôt 10.15.3. Et là, on commence à être sur quelque chose qui est un peu plus stable, plus cohérent. Par contre, l'autre question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à passer à Catalina? Je connais des gens qui sont encore sur macOS X Snow Leopard, qui est une version qui est sacrément ancienne, ils en sont très contents. Puis quelque part, si ça leur va très bien comme ça a pas mal d'avantages de rester sur un vieux système d'exploitation. En particulier, ça permet de rester avec des ordinateurs plus anciens au niveau matériel, et ça tournera très bien. Euh, En revanche, il y a plein d'applications qui nécessitent aujourd'hui d'avoir des systèmes d'exploitation récents, et c'est souvent pour ça qu'on passe au système d'exploitation récent. Alors, quelles sont les nouveautés de Catalina? Qu'est-ce que ça va apporter? Il y a une première révolution qui est technique, et qui n'est pas un truc qui va apporter quelque chose directement à l'utilisateur, mais au contraire risque de le contraindre, c'est qu'on ne peut plus installer d'applications dites 32 bits. On est obligé d'avoir des applications 64 bits aujourd'hui. Ça permet de faire un petit peu le ménage dans le système d'exploitation. Apple fait ça régulièrement, comme tout le monde. On ne peut pas avoir un logiciel qui cumule tout depuis la nuit des temps. Donc ce tri par le vide, cette année, il n'y a plus d'application 32 bits. Il y a une autre grosse révolution, beaucoup plus visible cette fois-ci, c'est qu'il n'y a plus iTunes. iTunes n'existe plus. Ça faisait des années que tout le monde râlait en disant qu'iTunes, ça faisait trop de trucs, ça gérait la musique, la vidéo, les podcasts, les livres, les machins. C'est plus le cas aujourd'hui, puisque iTunes a été complètement réécrit, et ces différentes fonctionnalités en fait sont splittées sur différentes applications qui reprennent en fait ce qu'on connaît déjà sur iOS. Par exemple, il y a une app qui s'appelle Musique, il y a une app qui s'appelle Podcast, l'app Livre, on la connaissait déjà, et la synchro entre son Mac et son iPhone, si on fait encore ça, désormais ça se fait directement dans le Finder. C'est finalement bien plus logique tout ça, et puis ça permet d'éviter d'avoir l'app usine à gaz qui était devenue iTunes. Alors il y a quelques autres petites nouveautés qui sont intéressantes pour certains. Il y a une fonction qui s'appelle Sidecar, que moi j'adore, qui permet d'utiliser son iPad comme second écran de son Mac. Ça c'est super pratique quand tu es en déplacement. Il y a des petits rajouts. Franchement, pour le reste, c'est pas une version qui est extraordinaire. Il y a des choses au niveau sécurité qui ont été changées. Et par contre, il y a une grosse modif de fond, mais dont on ne sent pas encore vraiment les impacts. C'est une technologie qui s'appelle Catalyst et qui permet en fait, pour les développeurs, de reprendre une application faite pour iOS, en général pour l'iPad, et en quelques clics de pouvoir l'exporter pour qu'elle puisse fonctionner sur macOS. Et ça, ça va changer vachement de choses parce qu'il y a plein d'éditeurs qui ne travaillaient pas ou plus pour Mac parce que le marché est trop petit pour eux, mais qui en revanche travaillent de manière très intense pour iOS. Je prends l'exemple de l'app Twitter par exemple, qui n'existait plus pour macOS depuis quelques années. Il avait abandonné parce que voilà, c'était plus un investissement utile pour eux. Et Twitter est de retour sur macOS par ce catalyse, puisqu'en fait c'est la version iPad qui a été exportée par les développeurs de chez Twitter pour macOS. Et donc ça c'est plutôt pas mal, puisque ça permet d'avoir plus d'applications sur son Mac que ce qu'on avait auparavant. Alors ça va pas sans mal, il y a des complications techniques, c'est pas magique. Et puis ça donne des applications qui sont un petit peu bâtardes, puisque on sent parfois que c'est pas fait pour fonctionner avec la souris. Une app qu'on conçoit pour son iPad, c'est fait pour être tactile. Et d'ailleurs c'est bien pour ça qu'Apple
à des systèmes d'exploitation différents pour l'iPad et pour le Mac, c'est parce que la logique n'est pas la même. C'est leur mantra, c'est de dire le Mac fonctionne avec un écran vertical, non tactile, une souris et un clavier. L'iPad fonctionne de manière tactile avec un écran horizontal. Et là, finalement, ils sont en contradiction avec ça. C'est plus pragmatique, mais ça souligne quelque part que ils n'avaient pas tout à fait tort, puisque les apps exportées directement de l'iPad vers le Mac, on sent que c'est pas des apps natives, quoi. Ça marche bien, techniquement, il n'y a rien à redire, mais c'est pas encore ça. Alors ça risque d'évoluer dans les années à venir, et on pense que la grosse évolution à venir, ça va être l'étape où cette fois-ci, l'iPad et le Mac vont partager le même CPU, et les Mac à venir risquent fort de ne plus tourner sur Intel, mais de tourner sur les CPU Apple, comme les iPads et comme les iPhones. Et là, on va se retrouver avec un écosystème qui sera cohérent, mais où les frontières seront beaucoup plus floues qu'auparavant. Si on a les mêmes apps, le même matériel et les mêmes outils de développement, on peut se dire que en fait, la frontière qu'Apple entretient artificiellement entre Mac et iPad, elle risque de rompre l'un de ces jours. Ce ne sera pas pour demain, mais peut-être bien après-demain. En attendant, pour en revenir à Catalina, on peut l'installer sans trop de peine. Ça tournera sur des mêmes Mac sans perte de performance par rapport à les anciennes versions. Donc aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à répondre à ma vieille pote. Oui, tu peux passer à Catalina. Allez, salut!